La charge mentale est-elle la seule affaire des femmes, oui ou non? Regardez cette vidéo pour obtenir la réponse et regardez-la jusqu'au bout, je vous donne un chouette conseil pour obtenir l'implication de votre conjoint et vos enfants dans la vie du foyer. La charge mentale est-elle seulement une affaire de femmes et de femmes vivant en famille? Hier, je vous ai annoncé que la charge mentale, ça concernait tout le monde. Tout le monde, ça veut dire aussi les femmes sans enfants, les hommes, et ça veut dire aussi les enfants. Donc, est-ce que la charge mentale ne concerne que les femmes vivant en famille? Salut Karine. Et hier, je vous disais que non, ce n'est pas le cas du tout. Ça signifie que ce n'est pas un problème individuel. Quand des femmes, on entend beaucoup de femmes se plaindre de la charge mentale. Et c'est arrivé, ça a pris un certain essor depuis la publication par l'illustratrice Emma de ces différents bouquins dont la charge émotionnelle et autres trucs invisibles. Malheureusement, je ne me rappelle jamais du titre. Et depuis ce moment-là, on a assisté à la publication de certains livres, mais aussi à la publication d'articles. Il y a eu des influenceuses qui ont émergé, en particulier sur Instagram. Et la posture est la même. Chaque fois, on tend à accuser le conjoint qui prend une position passive, qui se laisse faire, qui se comporte comme un enfant. Et donc c'est le conjoint ou la société, on nous fait ceci, on nous fait cela. Et moi, en interrogeant mes abonnés en particulier, j'ai pu développer un point de vue tout autre et bien intéressant sur la charge mentale. Et notamment, j'ai constaté que ça n'était pas qu'un problème psychologique, qu'un problème relationnel, c'est un problème pour moi d'origine sociétale, dans la mesure où elle concerne tout le monde. Voilà. Donc il y a des problèmes de communication, et ça c'est un sujet que j'aborderai ultérieurement, mais là je m'étais donné pour consigne d'aborder la charge mentale par le biais des couches de population qu'elle touche. Et en fait elle touche tout le monde, mais de différentes manières. Et qu'est-ce que c'est que la charge mentale? Si on suit la définition canonique qui est donnée par les femmes, les féministes, les influenceuses depuis 2-3 ans, la charge mentale, c'est le fait de penser à tout pour tout le monde au sein de la famille. Et en dialoguant avec certaines de mes abonnées, je me suis rendu compte que la charge mentale pouvait s'étendre bien au-delà de cette question d'intendance domestique, qu'il y avait en particulier quelque chose qui n'est jamais mentionné et que je vais, moi, évoquer un peu plus loin dans cette intervention. Il y a le fait qu'on s'auto-maltraite soi-même. Dans la charge mentale, il y a une grosse dimension d'atteinte à soi-même. Donc je vous disais que le raisonnement général consiste à accuser les autres, le conjoint, la société. Et moi, j'ai constaté, en dialoguant avec pas mal de femmes, qu'il y avait une dimension d'auto-maltraitance. Et donc, ce que moi j'ai compris de façon plus globale, puisque la charge mentale concerne d'autres gens que les femmes vivant en famille, la charge mentale, c'est le fait de s'imposer à soi-même des normes délirantes. Voilà, des exigences délirantes. D'où est-ce que ça vient? Le fait que tout le monde s'impose des normes délirantes, y compris les enfants, y compris les hommes. Ça vient de notre éducation en fait. Ça vient du fait que l'éducation, ça consiste à orienter les capacités d'apprentissage qui sont incommensurables. Les petits-enfants, les bébés, ils naissent avec des capacités infinies, puisque, hormis le fait, comme Tomatis l'a montré, par exemple, que l'enfant, dès son existence dans le sein maternel,
capte déjà les modulations de sa langue maternelle prononcées par sa mère, l'enfant naît avec des capacités infinies, notamment en termes de phonation. On a la capacité, quand on est petit bébé, de prononcer tous les sons de toutes les langues. Et c'est l'éducation, c'est le fait de vivre dans un certain environnement, avec ces parents-là qui parlent cette langue-là, qui ont ces pratiques-là, qui vont faire qu'on va restreindre le spectre des possibilités, de nos capacités, ce qui va amener les Français en particulier à devenir incapables de prononcer les phonèmes de l'anglais. Bon, je vous taquine un peu, les amis. Ce qui va nous amener à considérer comme étant normal certains types de pratiques, certains types d'interactions, certains types de croyances, puisqu'on a grandi dans un environnement, dans un milieu, avec des parents qui avaient ces croyances, ces pratiques. Et comme on ne connaît rien d'autre, on croit que c'est ça la réalité. Et donc, dans une certaine mesure, et là je ne... Bon, c'est pas une trouvaille, hein, l'éducation, dans une certaine mesure, enfin, telle qu'on en a bénéficié, et telle que beaucoup la subissent actuellement, c'est souvent, il y a une dimension de dressage dans l'éducation. Un peu comme on dresse les animaux, un peu comme quand les chiens vont à l'école des chiens, c'est un peu pareil, c'est qu'on va brider les tendances, la spontanéité, la tendance à partir dans une infinité de directions, on va la brider, mais parfois d'une façon qui n'est pas nécessairement dans l'intérêt de l'individu, ou pas tout à fait. Quelqu'un comme Boris Cyrulnik vous dira, ben, il y a besoin d'un minimum de cadrage, de guidance, parce que sinon l'individu devient anomique. Et l'anomie, c'est le fait de vivre sans règles, de vivre sans normes. Or, le propre des normes, c'est qu'elles sont collectives, c'est qu'elles favorisent le vivre ensemble. Donc il ne s'agit pas de condamner absolument l'éducation, de condamner absolument la norme, il s'agit de se rendre compte simplement. Moi, je vous invite à vous rendre compte de ce qui vous arrive, simplement. Et bon, si ça vous convient, nickel. Et c'est si ça ne vous convient pas qu'il faut se mettre à réfléchir et à agir. Et donc, ce qui se passe, c'est que la question de départ, la question que je me posais, et que je vous invite à vous poser aussi, c'est ces normes un peu folles qu'on s'impose parfois. Par exemple, un truc vraiment typique chez les femmes, c'est de revendiquer le fait d'être perfectionniste. Mais quand le perfectionnisme s'opère au détriment des liens, quand on attend de son enfant qu'il ne vive pas, en fait, pour ne pas déranger à la maison, comme c'était mon cas quand j'étais enfant, là, il y a un problème. Quand le vivant est au service des objets, il y a un problème. Ça n'est plus normal du tout. Et donc, la question de ces normes délirantes, ce sont des normes qu'on a acquises au cours de notre éducation, qui correspondent, qui traduisent des valeurs qui sont des valeurs de notre société. Les valeurs de nos parents, en général, elles reflètent des valeurs extérieures. Cette norme, en fait, comme on nous répète, hein, ça c'est le principe de l'apprentissage, on nous répète, on nous répète, on nous répète, jusqu'à ce qu'on l'ait intégré et jusqu'à ce qu'on s'autorégule. Et donc, en philosophie, Marx a utilisé l'expression, on parle de colonisation intérieure. La colonisation intérieure, ça consiste à avoir intégré les normes, des normes, de manière telle qu'on s'autorégule soi-même, que soi-même on est son propre gendarme, que soi-même on va s'imposer ou s'interdire des comportements, des choix qu'on va bien sûr transmettre parce qu'on considère que c'est ça la réalité. Et toute la difficulté est là, c'est que notre éducation, nos apprentissages,
nous mettent dans une espèce de brume narrative, de brume discursive qui se présente comme la réalité. Et c'est pas vrai. Ce sont des récits. Ce sont des récits que nous avons, qui nous ont été transmis, qui nous ont été inculqués et que nous avons intégrés. Et j'en parlerai plus en détail ultérieurement quand j'aborderai les autres couches de population qui sont affectées par la charge mentale. Aujourd'hui, je vous parle de la charge mentale des femmes et je vous parlerai ensuite de celle des hommes et ensuite de celle des enfants. Et la charge mentale des femmes, en quoi consiste-t-elle? Pour les femmes qui vivent en famille, ça va notamment consister à tout faire pour tout le monde. Et il y a une dimension qui devient vraiment inquiétant quand la femme, et c'est fréquent, hein, c'est fréquentissime, hein, quand la femme, et là c'est la configuration, c'est celle de la maman, la mère de famille, se met en position, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qu'en position de carpette? Elle se met en position de domestique. Elle sert tout le monde. Et en servant tout le monde, elle dessert tout le monde. Parce que quand on fait tout à la place de tout le monde, on empêche plein de choses. On empêche l'initiative des autres. On empêche l'initiative de son conjoint, on empêche l'initiative de ses enfants. On empêche leur créativité de s'exprimer, de s'exercer. Et ce faisant, on les empêche de développer leur confiance en eux. Parce que quand on est créatif, on fait des découvertes, on invente des trucs, on fait des gaffes. Et puis on réussit aussi. Et en réussissant, notre confiance en soi s'améliore. Et c'est fort important pour les enfants, mais c'est aussi fort important dans les rapports de couple. Oui, donc tout faire à la place de tout le monde, mais non seulement on se rend malheureux soi-même, mais en plus on prive les autres d'exercer, d'exprimer leur élan vital. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Je ne vais pas explorer très fort ce sujet-là, mais en tout cas, beaucoup de femmes se plaignent du fait que leur conjoint ne prend pas d'initiative. Récemment, j'ai recueilli énormément de témoignages et l'un des grands souhaits, j'avais dit si vous aviez une baguette magique, quel serait l'idéal? Et beaucoup, hein, elles ont été quand même pas mal à dire « Oh, je rêverais que mon conjoint et mes enfants prennent des initiatives spontanément et joyeusement. » Mais si moi-même je fais tout le temps tout pour tout le monde, comment les autres peuvent-ils prendre des initiatives dès lors que je ne leur ai pas montré ce qu'il est possible de faire, sur quoi il est possible de prendre des initiatives, dès lors que je ne leur ai pas montré comment je souhaitais que ce soit fait. Donc il y a une espèce de complexité, là, de paradoxe dans la manière d'envisager les choses, dans lequel je ne vais pas entrer maintenant. Mais donc, ce qui se passe de super compliqué, c'est que on parle tout le temps, les féministes en particulier, on parle tout le temps de la domination masculine. Et donc les hommes sont formatés à la domination, ce dont on ne parle pas parce que c'est tabou. C'est qu'on ne parle pas de la soumission féminine. Nous sommes formatés pour la soumission. Nous sommes formatés pour servir. Les femmes sont formatées pour ne pas la ramener, pour souffrir en silence. Et en plus, on est, que vous ayez reçu une éducation laïque comme moi, ou religieuse, chrétienne, etc., puisque en Europe, on est principalement éduqué dans la religion chrétienne pour ceux qu'ils sont, on vit sur un substrat culturel religieux, même si on est laïque et même si on est athée, un substrat culturel religieux qui valorise le sacrifice. Et du coup, il y a une espèce de grand intérêt, il y a une espèce
En même temps, on se plaint de souffrir, et en même temps, il y a une espèce de jubilation à souffrir. Il y a une grosse, grosse ambivalence. Et en tout cas, la façon dont cette soumission se manifeste dans la vie, dans la mentalité, dans l'état d'esprit, ça va de pair avec des croyances telles que je ne suis pas suffisamment ceci, telles que je suis inadéquate. Et ces croyances, elles sont entretenues, bien entendu, par la publicité et par la presse féminine, notamment pour les femmes, puisque de quoi parle la presse féminine? Mais tout le temps, ce sont des marronniers, ce sont des sujets récurrents. On nous propose tout le temps des solutions pour maigrir, pour être plus belle, pour être je ne sais pas quoi, pour avoir des cheveux comme ceci. Mais ça nous indique quoi si on nous propose des solutions pour remédier à nos problèmes? Chaque fois, ça entretient nos problèmes. Chaque fois, ça nous indique, ça nous confirme qu'on est inadéquate. Et moi, je peux vous dire, puisque j'ai été enseignante pendant longtemps, j'étais prof d'adolescentes et prof d'adultes. Avec les adultes, c'est pas pareil du tout, hein, mais avec les adolescentes, mais combien d'étudiantes, combien d'élèves mignonnes j'ai eues qui se trouvaient moches et qui ne mangeaient pas parce qu'elles se trouvaient grosses, alors qu'elles étaient, mais on ne peut plus normal, on ne peut plus moyenne physiquement, quoi, et mignonne de visage et tout, et voilà. Et donc il y a une espèce de discours comme ça qui flotte et qui nous formate notamment à nous trouver inadéquates, pas suffisantes. Et puis là, je ne vais pas trop entrer dans le détail non plus, mais j'ai fait une découverte hyper importante d'un bouquin sur lequel je me suis appuyée pour écrire le mien, qui va paraître sans doute en juillet, mon livre. C'est le livre d'une féministe américaine qui s'appelle Betty Friedan, qui a travaillé sur le mythe de la féminité. Et elle a démontré, sur base d'enquêtes qu'elle a faites, elle était psy et journaliste, elle a démontré sur base de ces enquêtes que la féminité, c'était un récit qui avait été construit délibérément pour démoraliser les femmes. Et bon, la féminité, vous savez ce que c'est, hein? C'est être délicate, c'est ne pas parler trop fort, c'est être discrète. C'est, oui, la discrétion. Et la discrétion, ça se décline de plein de manières. C'est ne pas être trop voyante, notamment. Ni visuellement, donc ni vestimentairement, ni en termes de langage, ni en termes d'auteur de la voix quand on parle. La féminité, ça exige, ça va de pair avec une forme de retenue, etc. Mais vous voyez bien combien chaque fois ça brime, ça invite à la petitesse. Et c'est très bien parce que ce qui a été vendu, puisque je vous dis que c'est un discours construit, ce qui a été vendu avec le mythe de la féminité, c'est l'identité de ménagère. Alors vous allez vous demander où je vais trouver ça, où j'ai trouvé ça, mais en fait, même encore actuellement, hein, mais tout l'univers féminin développé à l'attention des femmes par les médias est limité à l'espace du foyer. On ne voit, les revues féminines ne s'intéressent quand même pas énormément à des femmes politiciennes, à des femmes leaders, etc. C'est pas ça leur truc. Et donc il y a tout un environnement culturel, discursif, qui fait que qui entretient les femmes dans la domesticité. Et ça, c'est fort intéressant, hein. La domesticité, ça vient de domus, la maison. Donc, il y a tout un discours ambiant qui fait que les femmes restent confinées dans leur imaginaire et dans leur désir, restent confinées dans l'espace de la maison. Elles n'ont pas envie d'aller voir ailleurs.
elles n'ont pas envie de se projeter ailleurs, d'avoir des ambitions qui dépassent celles de l'univers de la maison. Et donc, c'est une forme en même temps de domestication. À nouveau, comme je le disais tout à l'heure avec les animaux, on domestique les animaux pour les rendre sages, hein, pour qu'ils ne soient pas remuants, pour qu'ils ne fassent pas d'éclat, etc. Et c'est ce à quoi notre culture procède encore actuellement avec les femmes. Et ça se répercute dans l'univers familial. Et ça va amener les femmes à exprimer une colère vive, hein, les femmes qui expriment du ressentiment, des émotions par rapport à la charge mentale, c'est souvent... il y a de la colère, il y a beaucoup de colère, il y a de la tristesse, mais ce qui domine, c'est la colère. Et la colère, c'est la traduction d'un besoin d'expression qui est tout le temps réprimé, parce qu'on nous demande de nous taire. Et les femmes célibataires, me direz-vous, puisque jusque maintenant j'ai parlé des femmes vivant en famille, mais les femmes célibataires, il y a la transposition de ces croyances-là. C'est-à-dire que les femmes célibataires, elles vont se mettre la pression aussi. Elles vont se rendre folles elles-mêmes aussi. En particulier, on voit ça au travail, où l'une de nos étudiantes me disait, ben voilà, je suis professeure d'université depuis longtemps, c'était pas loin de 30 ans, et je refais mes cours chaque année. Alors que la matière est la même, alors que je pourrais ne pas changer du tout mes cours, je n'ai pas de raison de le faire. Mais il y a un désir, un besoin, il y a quelque chose qui me pousse à recommencer chaque fois. Et pendant qu'on fait ça, on appelle ça l'ergomanie en fait. Hein. Le fait de devoir tout le temps être occupé. Pendant qu'on fait ça, on ne s'occupe pas de choses plus essentielles, qui est de s'occuper de soi. De s'occuper de ce qui est plus fondamental en nous, de s'occuper de nos élans, de prendre soin de notre créativité notamment, de ce qui a envie de se manifester en nous et qu'on n'a jamais accueilli. Et on retrouve aussi la charge mentale chez les femmes célibataires. Je vais vous donner un autre exemple. C'est aussi l'exemple d'une de mes étudiantes qui était, avant de s'inscrire, elle avait demandé, bon, je suis célibataire sans enfant, est-ce que ça a de l'intérêt pour moi ? Donc cette personne, elle m'a dit avant de s'inscrire, et puis elle s'est inscrite, est-ce que, étant célibataire et sans enfant, je peux m'inscrire? Et je lui ai dit, bien sûr, tu vas en tirer quelque chose. Et cette fille, elle dirigeait des équipes de bénévoles, et elle n'en pouvait plus. Et je lui ai fait une suggestion que je fais aux mamans qui n'en peuvent plus au sein de leur famille. Je lui ai dit... baisse un peu la garde, dis-leur que tu es fatigué, dis-leur que tu n'as plus envie de diriger, dis-leur que tu ne sens plus les choses comme ça et demande-leur ce qu'ils proposent. Et ça, c'est un beau petit tuyau que je vous donne pour votre vie en famille. C'est que je pense que souvent, et puis je peux l'affirmer parce que pas mal de femmes me l'ont dit, il y a le perfectionnisme consiste à imposer sa norme. C'est moi qui sais comment ça marche. C'est moi qui sais comment on plie les essuie-vaisselle. C'est moi qui sais comment on range de la vaisselle. C'est moi qui sais tout. Et ce que vous faites, ça ne va pas. Et donc, si vous dites ça à vos enfants et à votre conjoint, ben, la prochaine fois, ils n'auront plus envie de le faire. Ils n'ont déjà pas envie qu'on leur impose des trucs. Alors, si en plus... ce qu'ils font ne vous convient pas et vous les réprimez, c'est mal barre pour obtenir encore leur collaboration ultérieurement. Et donc, ce qui se passe dans beaucoup de familles, c'est que si la maman repère tout ce qu'il y a à faire, puis distribue les rôles sans demander l'avis des autres, les autres, ils n'ont juste pas envie de le faire. Et c'est ce qui se passe. Mais ce faisant, il y a une créativité, comme je vous le disais tout à l'heure, chez les autres, qui est là à l'état latent et qui ne peut pas s'exercer, qui ne peut pas s'exprimer. Mais elle est là. Et si vous baissez la garde, si vous arrêtez de contrôler, ils vont exercer leur créativité. Ils vont prendre des initiatives.
ils vont faire des choses. Parce que autant en famille qu'au travail, en particulier quand on est dans l'associatif, ce qu'on oublie, c'est l'amour. On oublie en famille, on oublie qu'on forme une famille, on oublie qu'on s'aime, et on oublie quelque chose d'essentiel, c'est qu'on n'a pas envie de se séparer. Les enfants n'ont vraiment pas envie que leurs parents se séparent. Et donc c'est un point super important sur lequel vous pouvez compter, vous, quand vous êtes comme ça saisi d'une fièvre dominatrice et qui consiste à tout imposer aux autres, mais laissez-les s'exprimer, entendez-les, écoutez ce qu'ils ont à dire, écoutez leurs propositions. Et s'ils font des propositions qu'ils ne savent pas réaliser, aidez-les à réaliser leurs propositions. Et donc c'est cette proposition-là que j'ai faite à cette étudiante. Épuisée, elle n'en pouvait plus de tout contrôler, elle n'y arrivait plus. Je lui ai dit, baisse la garde, dis-leur que tu es épuisée, que tu ne peux plus assurer actuellement, demande-leur ce qu'ils proposent. Et quand elle est revenue la semaine suivante, eh bien, elle était éblouie par le résultat. Elle m'a dit, j'ai fait exactement ce que tu as proposé, et il y a eu un geyser de créativité qui a émergé, et ils se sont pris en charge eux-mêmes. Voilà, quelque chose de super intéressant à savoir. Et voilà, donc je vais m'arrêter ici pour la charge mentale des femmes vivant en famille, des femmes célibataires. Bien entendu, je reviendrai beaucoup plus en détail ultérieurement sur ces sujets-là, sur des points bien particuliers de la charge mentale des femmes en particulier. Je vous propose de me rejoindre, si vous le voulez, si vous le sentez maintenant, dans le groupe Femmes Debout, Femmes avec S, Debout sans S, groupe Facebook. Sinon, si vous ne le sentez pas, je vous propose de vous inscrire, peut-être, si vous le sentez, pour la réédition des conversations autour de la charge mentale qui aura lieu du 5 au 13 juillet. Je vous mets un lien Linktree dans le commentaire que je vais ajouter avec la vidéo pour que vous puissiez choisir de quelle manière rester en contact avec moi pour m'entendre parler de la charge mentale, vous proposer des orientations, des pistes de réflexion que vous n'avez pas encore entendues parce que ce que je vous dis au sujet de la charge mentale, personne ne vous le dit.